Le gros problème, c'est que quand les costauds, comme lui, disent que le poids est à eux, normalement, ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire? La haute perf, c'est y aller pour gagner. Bienvenue dans le Basta Show. Alors pour ce nouvel épisode, on reçoit Pierre Dantin. Salut Pierre. Bonjour Mathieu. Comment tu vas? Ah stop, merci de cette gentille invitation. C'est toujours un grand plaisir de te voir, de te revoir et surtout de te voir dans mon émission. Ça fait bizarre. Hein. Partagé, en tout cas moi ça me fait chaud au cœur. Il n'y a pas si longtemps, on se voyait aux réunions d'avant-match pour préparer quelques matchs, finale aussi de Challenge européen. C'est vrai. Et maintenant, ma vie de retraité et le fait que j'ai cette petite émission. Écoute, merci de m'accueillir chez toi. Alors. Bah, moi, ça me semblait important de t'accueillir parce que je sais que tu n'aimes pas ça, déjà. C'est pas faux. Voilà, je sais que tu n'aimes pas ça, mais tu as un rôle tellement important que j'ai appris à découvrir. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Lyon. Tellement important et tellement, on va dire, caché que pour moi, j'étais obligé de te mettre au moins en lumière au moins une fois. Voilà. Mais écoute, je suis là, avec plaisir en plus. On s'était vu à Lyon. Moi, c'était une année un peu compliquée. J'étais blessé. J'ai des souvenirs. Je ne savais pas trop quelle était ma place, parce que j'étais blessé. J'étais en fin de contrat, quasiment en fin de carrière. Et c'est toi qui m'as un peu remobilisé quand même. Hein. T'avais encore le moteur allumé, Mathieu, mais il y avait tellement de choses à gérer complexes que l'enjeu, c'était simplement peut-être te parler vrai, quoi. Tu vois, les gens comme toi, il faut leur parler vrai. Parce que tu as un tel moteur en toi qui suffit simplement de te dire la situation telle qu'elle est, pas telle que tu la crois, pas telle qu'on te la raconte aussi autour de toi, des fois. C'est une telle image, Mathieu. Au bout d'un moment, il faut parler à l'homme, il faut parler à l'image. Merci de ta confiance. Et tu te souviens de cette réunion où moi, je me souviens, j'étais au fond à droite, tête un peu baissée, je laisse un peu la réunion se faire. Et là, Mathieu, raconte ta rééducation. Ben oui. Ben parce que tu avais sorti de mon confort là. C'est pas que je t'avais sorti de ton confort, Mathieu, c'est que tu avais tellement de choses à dire, mais ton sentiment d'utilité, tu l'avais peut-être moins en toi. Tu te disais de toute façon, bon, puisque je suis blessé, je suis plus bon à rien, et l'équipe avait besoin de passeurs de sens. Elle avait besoin de gens qui leur montrent la voie. Elle avait besoin de gens qui leur racontent ce qu'ils espéraient être et qu'ils n'étaient pas encore devenus. Et tu sais, ces transferts d'émotions, ils sont majeurs, surtout dans la haute performance sportive, tel qu'était le sujet de ce moment, quoi. On préparait une fin de saison, il me semble. Ouais, c'est clair. Et tu m'avais bien aidé, entre parenthèses. C'est clair. Tu m'avais pas laissé seul face à 50 gus, c'était vachement sympa, toi. Et Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as accompagné beaucoup de sportifs. Oh oui. Beaucoup de coachs. Oui. On t'appelle le coach des coachs. C'est un peu pompeux, mais... Ouais, c'est un peu pompeux, mais bon. Ouais, disons que oui. Bien. Je peux pas dire que je le fais pas, je le fais. Donc quand tu fais, t'assumes. Et c'est vrai qu'on parle depuis peu, on va dire. Enfin, toi, c'est un terme que tu connais depuis très longtemps, parce que c'est un terme que tu maîtrises, mais la haute performance, quand on regarde bien, on en parle depuis peu. Ben parce que c'est pas très français, c'est pas très culturel. La différence entre le haut niveau et la haute perf, c'est que le haut niveau, tu espères devenir la meilleure version de toi-même et aller au jeu ou faire une finale de top 14. La haute perf, c'est y aller pour gagner. Donc c'est une approche, une philosophie, des déterminants, si tu veux, motivationnels, qui sont similaires, mais qui nécessitent aussi de baigner dans d'autres champs. Tu vois, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Pourquoi je le fais? Est-ce que quand j'étais gamin, je me rêvais champion? Tu vois? Et donc tu obéis à d'autres formes d'approche. Et pour ne rien te cacher, ces approches-là, elles m'ont tellement passionné que j'ai décidé d'ouvrir une unité de recherche pour les comprendre finalement. Bah ouais, en plus, tu as fait plusieurs sports, tu as fait le basket, tu as fait le hand. Bon là, forcément, on va parler plus rugby, mais toi, c'est quoi ton rugby? C'est quoi ton rapport avec le rugby, toi? C'est la fraternité d'abord. C'est un élément de découverte pour moi quand j'étais ultra violent et que quelque part, je n'étais pas promis au destin.
d'être un jour le professeur d'Antin. Tout le monde, des fois, me parlait. Je ne me retourne jamais quand on m'appelle professeur parce que c'est pas mon histoire, quoi. Tu sais, j'étais borderline, moi, quand j'étais gamin. Mais très borderline. Jusqu'à ce qu'on me voit différent des autres. On voit peut-être que j'avais d'autres compétences ou en tout cas d'autres volontés d'être moi, quoi. Et donc ça a été une catharsis de ma violence. Mais c'était la fraternité. Puis c'est quelque chose d'important que j'ai très peu retrouvé après dans ma vie. C'est tout ce qui arrive dans ton dos dans le rugby. C'est positif, c'est avec toi. Dans la vraie vie, des fois, je peux avoir de gros doutes, tu vois ce que je veux dire. Et Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la haute performance, vraiment? La haute performance, en fait, c'est l'alignement entre tes vraies valeurs. Voilà. Je voulais être champion. J'ai décidé un jour d'être champion. Un jour, tu as décidé d'être Mathieu Bastaro. Et tu t'es dit, ben, tant qu'à être Mathieu Bastaro, je veux me projeter dans ce qu'il y a de plus excellent. Et le plus excellent, c'est le bouclier, c'est les Coupes d'Europe, c'est l'équipe de France, c'est exister au plus haut niveau de ce que je suis. C'est-à-dire donner la meilleure version de toi-même le jour où il faut. C'est ça la haute perf, en fait. C'est un rapport avec un événement et soi. Je choisis d'aller aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, pour les gagner. Donc, en fait, cette capacité à fédérer tout ce qui va faire que je dois être le meilleur possible parce que je l'ai choisi. C'est une situation complètement choisie. Et le meilleur possible, eh ben, ça veut dire faire taire ses peurs d'enfant la plupart du temps, la peur de gagner, la peur de mal faire, qui est très franco-française. Ouais. Là, je peux te dire que dans le circuit du sport international, on attend toujours que le sportif ou l'équipe française se chie dessus. On dirait que c'est culturel, tu sais. Ouais, c'est une assignation à ça. C'est vrai que je suis assez d'accord, parce que quand tu échanges un peu après les matchs avec les adversaires, ils te disent tous pareil, on sait qu'à tel moment, vous allez craquer. Et c'est très vrai. Mais tu sais, c'est à la fois très culturel, et puis aussi c'est éducatif, quoi. Je sais pas, quand tu étais gamin et que tu as dit un jour à un de tes profs, je rêve d'être un grand joueur de rugby, tu as peut-être dit, Mathieu, arrête de rêver, va à l'école, quoi. Allez, fais un peu du rugby pour t'amuser, arrête. Et moi, je l'ai vécu à un petit niveau quand j'ai décidé de faire des choses un peu originales. Et je connais plein de gens qui ont dit, arrête de rêver. Et non, on doit dire à quiconque a un rêve, c'est ton rêve, pas de souci, mais par quoi tu commences? Et puisque c'est ton rêve que tu l'as décidé, fais-le bien jusqu'au bout. Voilà ce qu'on doit dire. Et il y a un sujet dont on parle souvent, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la santé mentale. Est-ce que haute perf et santé mentale, c'est un sujet qui coïncide? C'est un doux équilibre à deux conditions. La première des conditions, c'est que tu sois dans le bien-être, dans l'exécution de tout ce que tu fais. Bien-être social, c'est-à-dire relié à des gens, des relations nourrissantes, être convaincu d'être important pour un groupe, être convaincu que dans ce groupe, je suis moi. Donc un bien-être subjectif, avec un sentiment de maîtrise, un sentiment d'efficacité personnelle, la capacité à valider tous les jours que c'est mon choix et que non seulement je l'assume, mais en devenant, je me nourris. En devenant, je me transforme positivement parce que c'est ma quête. Mais surtout et avant tout, c'est être en situation de confier ses vulnérabilités. Et le problème, la problématique de la haute performance sportive, c'est que très souvent, quand tu parles de tes vulnérabilités, tu es considéré comme faible, comme pas invitable au rang du plus haut niveau. Mais pas du tout. Quand tu parles de ta vulnérabilité, tu nommes tes peurs. Si tu nommes tes peurs, on peut t'y aider. Si on t'y aide, tu resteras équilibré, quels que soient les efforts demandés. Donc en fait, très souvent, on peut en vouloir aussi, on a pu en vouloir à certaines générations de coachs qui disaient tu n'es pas au niveau ou tu ne vas pas faire, toutes ces conneries qu'on a pu entendre qui sont quelque part une insulte à ce que veut dire la vraie relation humaine. Parce qu'aider l'autre à devenir, c'est lui faire confiance. Mais tu sais quand on te fait le plus confiance? Quand on vient te confier ses vulnérabilités. Dans le vrai rapport de confiance, c'est parler de ses doutes, de ses craintes, de ses peurs, de ses moments de mal-être. Et ça, il faudrait presque considérer que c'est le vrai début de la haute perf. Je connais plein de coachs qui savent accueillir ça. Ah, mais moi, je sais que de mon expérience, c'est récent quand même. C'est récent parce que moi, je sais que quand j'ai commencé, c'était un peu quand même tabou, quoi. C'était un peu tabou. C'était même être méprisé et déjugé. Oui, c'est ça. De confier ça. Alors qu'en fait, quand tu deviens, tu agis par plateau. Par plateau, tu gagnes ton premier titre, waouh, c'est vertigineux, tu fais tes expériences de vie, tu explores pour mieux t'affirmer, tu fais tes conneries, tu te nourris de ce qui existe, tu valides ou tu invalides tes idéaux, tes normes, tes valeurs, et au milieu de tout ça, quoi de plus naturel que d'avoir un doute pour progresser? On ne progresse jamais sans doute.
Tu n'as qu'à écouter tous les champions. Ils viennent systématiquement te parler de leurs doutes et de ce qu'ils ont fait de leurs doutes en étant écoutés avec bienveillance et empathie. La haute perf se construit aussi dans la bienveillance et l'empathie. Sinon, elle n'est pas durable. Elle a une durée de vie limitée où tu as l'image du coach qui est le dresseur d'ours ou le montreur plutôt d'ours. Comment ça se travaille ça au quotidien? Ça se travaille d'abord un alignement. Le premier alignement qui peut être fait, c'est est-ce que ce que je suis là, au moment où je parle, c'est ce que je veux vraiment profondément? Est-ce que l'endroit dans lequel je suis est conforme à mes valeurs? Est-ce que les gens qui m'entourent sont dignes de ma confiance et est-ce qu'ils vont savoir l'accueillir? Et à mon tour, est-ce que je vais savoir accueillir, si tu veux, la relation? Ça fait, tu sais, une relation entraîneur-entraîné, c'est d'abord une proximité, c'est une co-orientation vers un objectif commun et il faut savoir que les deux, en se nourrissant, contribuent à leur développement personnel. Ce n'est pas la position d'autorité, non, non. Les deux se co-construisent et se nourrissent. Et tu entends très souvent des grands coachs qui disent les gars ont été formidables. Guillaume Gilles, il n'y a pas très longtemps en handball. Sorti du match, les gars ont été formidables. Il n'a pas dit je les ai fait gagner. Non, c'est un co-construit. C'est nourrissant, c'est sincère, c'est authentique, on peut se faire confiance. Et donc il n'y a pas la toxicité, si tu veux, qui très souvent entraîne des délabrements de personnalité. Tu vois, nous, actuellement, la meilleure équipe au monde, double championne du monde, c'est l'Afrique du Sud. Est-ce que toi, tu as eu un regard sur cette équipe Oui. durant la Coupe du Monde? Surtout qu'en plus, ils n'étaient pas très loin, ils étaient basés à Toulon. Est-ce que toi, tu as vu des choses qui ont fait et qui ont laissé présager qu'ils allaient être champions du monde? Alors, parce que c'était pas forcément les favoris. Pas du tout, non. Ce n'était pas les favoris, mais tu sens que cette équipe, de toute façon, a un moteur intérieur. C'est-à-dire, quand tu vois, quels que soient les films de leur vie interne, et ils sont nombreux, c'est d'abord construit sur l'histoire, les origines, le sens profond de ce qui fait l'engagement du joueur. Et ensuite, la fierté d'appartenance. Et ensuite, le sentiment fort d'être en mission pour un pays. Ouais, parce que les Springboks, ils réunissent. Tu n'as qu'à écouter Colisi. Colisi, tu as l'impression d'entendre un petit-fils de Mandela dans son approche. C'est-à-dire, je dois être là pour faire le bien. Tout le monde dit, c'est bon, il nous fait une côté démago parce qu'il a réussi. Mais pas du tout. Il est ce qu'il est. Tu as joué avec Justin Colby. Il est comme ça aussi. Une norme quand tu joues à un club, et hop, quand tu mets le maillot, au nom de tous les miens, quoi. C'est du Romain Gary. Ouais, c'est ça les Springboks. Alors je t'ai pas dit que ça les avait fait gagner. Ce qui les a peut-être fait gagner aussi, c'est une science forte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas, et de comment ils doivent s'adapter aux autres. Mais quand tu es tout ça, tu as beaucoup plus de chances de gagner. Quand tu l'es pas et que tu recherches ton identité collective, ton histoire personnelle, ton mythe fondateur, ben c'est un sacré bordel. Hein, parce qu'il faut coller des choses pour espérer que la mosaïque corresponde peu ou prou à ce qui est la vraie motivation intrinsèque. Tu vois, par exemple, l'Afrique du Sud, où on sait qu'ils ont un jeu qui est vraiment fait de beaucoup de défis physiques, avec beaucoup d'intensité, ils aiment ça, c'est dans leur culture. Quand tu remarques aussi leur match, c'est quand même une équipe qui analyse parfaitement leur adversaire. Quand on voit, quand ils font la composition de leur banc de touche, ils osent faire un 7-1 au final de Coupe du Monde. Enfin, même moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et au final, c'est ce qui les fait gagner. Tu sais, il faut garder en tête une chose, c'est que la bataille tactique, c'est un peu, ça s'appelle la métisse au sens d'Ulysse, c'est l'art de la ruse. Mais l'art de la ruse, c'est comprendre ce que va faire l'autre au moment où il va essayer de s'adapter à toi. C'est le temps d'avance, pas d'après. C'est à 3-4 temps. Et le simple fait de faire un banc à 7 et 1, tu crées déjà le doute chez les autres. Le fait de faire 2 paires de demi de mêlée, tu sais, contre nous, que ce pauvre Antoine, il allait avoir une pression folle, mais folle. Folle, absolument folle. Et c'est aussi et surtout la loyauté absolue. C'est-à-dire que quand Colisi n'a pas été bon sur un match, c'est viens t'asseoir. Quand leur ouvreur n'était pas bon, c'est viens t'asseoir. Ouais. Ils savent manager les symboles. Parce que tous, en fait, quelle que soit leur réputation, quelle que soit la représentation sociale qu'on a d'eux, ils sont d'abord Springboks et joueurs. Ils font partie d'un tout. Exactement, la même règle pour chacun. Et en ce sens, c'est un peu à méditer. Parce que ça évite de mettre des pressions folles sur les uns, sur les autres, d'avoir le sauveur permanent, alors que ce qui sauve dans le rugby, tu le sais mieux que moi, Mathieu, ce qui te sauve dans le rugby, c'est l'équipe. Ouais. Bah et que l'équipe. Justement, tu t'en as parlé un peu d'Antoine, et tu as été un des premiers à pointer du doigt un peu cette Dupont-mania qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde après sa blessure, et toute la pression qu'il y a eu avant ce quart de finale. Comment toi,
Tu as vécu ça d'un œil extérieur? Alors je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai l'immense respect pour le staff de l'équipe de France. Ils ont reconnecté, j'ai eu plaisir à le dire plus d'une fois, l'équipe avec son peuple. Mais quelque part, je pense que tout ce qui s'est passé autour d'Antoine Dupont, ça a créé les conditions d'une forme de doute intrinsèque. C'est-à-dire qu'on aurait tout à fait dire, l'équipe avec ou sans Antoine Dupont, ça va être 23 mecs contre 23 autres qui en ont autant envie. Et là, il faut qu'ils reviennent, et puis. Et on a un peu footballisé le rugby. Tu vois, comme si tout traînait autour d'un seul symbole. Et il a du génie. En plus, c'est un super bon mec. Il est extraordinaire à tout point de vue, cet homme. Mais on ne peut pas lui demander, peut-être, 3 semaines après une anesthésie, de jouer 80 minutes. Et d'être harcelé par les 2 demi de mêlée, les plus harceleurs du rugby contemporain. Mais c'est très facile a posteriori. Et tout ce que je dis n'est absolument pas un jugement. C'est simplement une aide à la réflexion. Et tu penses que là, sur le début du tournoi, notamment le premier match contre l'Irlande, tout ça, ça a joué sur les joueurs, sur l'équipe, la prestation de l'équipe, par exemple, contre l'Irlande? Pour rien te cacher, ce qui s'est passé, c'est un peu trop gros pour être vrai, quoi. Ce désastre-là collectif, c'est un peu trop gros pour être vrai. Attendons la suite du tournoi pour avoir des confirmations ou des infirmations. Mais que la présence ou la non-présence d'Antoine, merde alors, ça voudrait dire que le rugby français est assujetti à un seul joueur. C'est bien triste pour le rugby, c'est surtout peut-être une insulte à tous les autres joueurs, quel que soit le génie d'Antoine Dupont. Le génie d'Antoine Dupont. Il est absolument hors norme. Mais il est hors norme, mais les Sudaf nous ont montré aussi comment le jouer, quoi. Et ça a été assez terrible. Moi, je l'ai très mal vécu pour tout le monde. Moi, je me souviens, j'étais au stade, et je me souviens du coup de sifflet final. Oh la merde. L'ambiance. Oh. C'est un deuil. C'est un vrai deuil, Mathieu. Ouais. Moi, j'ai eu cette sensation que la Coupe du Monde a été terminée, quoi. Elle l'a été un peu pour moi. Après, j'ai regardé forcément les autres matchs, mais il y a quelque chose qui reste, c'est que j'ai eu à la fois un deuil et un sentiment de dire putain, on n'a pas tout à fait tout fait, quoi. On n'a pas tout fait pour la gagner. On n'a pas tout fait pour gagner ce quart de finale. Parce que tu sais, dans une Coupe du Monde comme aux Jeux Olympiques, le match le plus important, c'est le quart. C'est pas le premier match. C'est pas te lancer et te donner de la confiance. Tu peux avoir joué comme un branque et te retrouver dans le carré final, et puis c'est une autre compétition qui commence. Le sentiment que j'ai eu, c'est que peut-être que tout le monde a appris, quoi. Mais maintenant, il faut le capitaliser. Tout ce qu'on a appris, il faut le capitaliser. Tous ces apprentissages-là, il faut les rendre contemporains et que ça serve de leçon. Donc transformons vite. Et que cette entame de tournoi ne soit qu'un mensonge, un contre-événement. Oui, parce qu'on apprend, on le dit souvent, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Après, toutes les équipes, elles ont des bonnes, des mauvaises phases. C'est évident. Ça fait partie des aléas du sport de haut niveau. Est-ce que tu penses que la pression qu'il y a autour maintenant de cette équipe de France, parce qu'ils nous ont tellement habitués à être là, en développant un super beau jeu, en gagnant les matchs, je crois que c'est 90% de victoires avant le début du tournoi. Est-ce qu'il y a aussi cette attente des supporters, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas embourgeoisés, mais vu qu'on leur a donné ça pendant longtemps, le fait que l'équipe de France soit un petit peu moins bien, est-ce que ça ne crée pas une pression un peu négative? Alors, il faut savoir que quand tu gagnes beaucoup et que tout le monde te suit, tous ceux qui te suivent, et moi le premier, l'équipe de France, c'est un peu mon délégué narcissique. Celui qui est chargé de me faire gagner là où moi j'irai jamais. C'est celui qui, dans mon rapport au monde, m'amène à dire « Oh, on est bon, on est les plus forts. Le coq, la poule sur le maillot, on est les plus forts. » Et donc, quand ça s'amenuise et que ça s'éteint, derrière chaque adorateur existe toujours un peu un bourreau aussi. Merde, tu peux pas me faire perdre, arrêtez, reprenons-nous. C'est pas possible qu'on ait été ça et qu'on ne soit pas ça. Ça, c'est le premier sujet. Et donc, il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle pression. Et elle est très, 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 comment dirais-je, contemporaine, parce que le rugby français a traversé, je ne sais plus, comme une douzaine d'années de troubles, d'incapacité voire même d'approche un peu déplorante de la globalité de tous ceux qui le regardaient. Aujourd'hui que la promesse est là, il faut cranter quelque chose d'autre, parce qu'à défaut, sinon, on va retrouver des peurs. Tu vois, peur de mal faire, peur de gagner, peur de ne pas être à la hauteur. Tout ce que le 15 de France a su transcender. Donc il faut apprendre
capitaliser. Et puis, je crois qu'il faut un rapport très sincère, authentique, qu'on assume beaucoup, qu'on dise qu'on n'a pas été bon partout, qu'on sache nommer les peurs, qu'on sache nommer ce qu'il faut améliorer. Tu vois, il y a un jeu aussi de communication et d'interaction avec les gens qui t'aiment. Parce que sinon, tu vas te mettre en distance de plus en plus, c'est de l'incompréhension. Et tout ce que tu ne comprends pas quelque part et qui en plus n'est pas au rendez-vous, ben, tu as une forme de mise en distance. Et c'est tellement dommage. Elle est formidable, cette équipe de France. On est tous d'accord pour le dire et que, bon, moi, je me fais vraiment pas de soucis pour eux, sur le fait qu'ils vont rebondir. Ils ont les joueurs, ils ont le staff pour. Donc, Bien sûr. voilà, on attend cette fin de tournoi. En plus, pour l'instant, on ne sait pas. Le tournoi n'est pas terminé, il reste encore des beaux matchs, donc on verra. Pierre, tu es aussi également directeur du laboratoire de recherche d'Aix-en-Provence sur le sport et la haute performance. Ouais. Raconte-nous tout ça. Alors c'est une unité de recherche qu'on a créée il y a quelques temps en essayant de comprendre ce qu'étaient les gens qui faisaient faire des choses un peu extraordinaires aux autres. Mais c'est une unité de recherche surtout qui vaut par le transfert de ses expertises, c'est-à-dire moi mes rats de laboratoire et mes proches copains dans le rugby, ceux avec qui on questionne, il y en a plein, ça va de Pierrot, Mignoni, qui bien évidemment c'est une relation très 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 particulière avec lui, une vraie relation, une belle relation. Laurent Travers, Christian Lanta, Hugo Mola, Franck Azema sont des gens que je connais bien. Et un jour, on s'est posé la question de savoir quelle était la magie de ces gens qui font faire aux autres. Et on comprenait ça aussi sous le prisme olympique, avec Claude Onastar, Romain Barnier, Vincent Collet, Valérie Garnier et plein d'autres qui connaissaient le chemin de la gagne. Et on s'est dit, mais que font-ils faire finalement? Et quel est leur génie dans une situation choisie? Tu vois, cette capacité relationnelle à aider à construire avec leurs équipes, leurs athlètes, un chemin vers le plus haut niveau d'excellence. Parce que c'est ça la haute perf. C'est le plus haut niveau d'excellence, ça conditionne d'être un peu moins mauvais le jour J à l'orage que ton adversaire. C'est un truc très rigolo quand même, tu vois. Et je me suis dit, bah, c'est génial tout ça. Et puis, Onesta me dit, gagner. J'ai fait, c'est dur, toi tu as tout gagné 26 fois. Donc au bout d'un moment, gagner, mais finalement, il restait quoi de nous? Gagner, pour quoi faire? Et là, on s'est questionné, on s'est dit, merde alors. En quoi ce que nous faisons là pourrait être utile ailleurs? Et dans cette unité de recherche, il manque un petit mot dans le laboratoire, management, sport, cancer. Cancer, oui, effectivement. On s'est alors dit, quels sont les déterminants relationnels susceptibles de venir aider les gens, non plus dans une situation choisie, je vais être excellent, mais dans une situation subie, je fais face à la maladie, je suis peut-être en rémission, mais je me sens plus fiable, je me sens assigné à ma maladie par tous ceux qui m'entourent. Et l'enjeu, ça a été de trouver des déterminants relationnels pour réallumer le moteur. Donc on a construit des protocoles de recherche hyper importants. Tous les copains de la haute perf y sont, tous les copains du rugby y sont, non pas pour venir coacher des patients, parce qu'ils n'en ont pas le temps matériel, mais pour venir aider à la formation d'autres et accompagnés par des essais cliniques que j'ai le plaisir de faire à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, avec bien sûr toutes mes équipes du laboratoire d'Aix-Marseille Université. Et comme tu dis, à la base, c'est des choses, c'est des principes que tu appliques avec des sportifs de haut niveau. Comment tu peux l'appliquer à une personne, entre guillemets, lambda? En fait, tu sais, on a tous besoin d'une relation pour aller mieux. Il faut le petit déclic, quoi. On a besoin souvent d'une bonne question. On n'a pas besoin de réponse, on n'a pas besoin de dire fais ça, non. On a besoin d'une bonne question. La vraie, la bonne question. Exactement, et on s'est rendu compte en cancéro que des fois, la vraie bonne question, c'est ça va, tu vas bien? Non, surtout pas. C'est de quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Maintenant que tu as traversé tout ce parcours-là, comment tu souhaiterais qu'on rallume la flamme? Ton cancer, je m'en fous. Toi, par contre, tu m'intéresses. Et donc, toi, dans un cadre idéal, dans un mois, tu fais quoi? Et tiens, voir que cette question que l'on pourrait poser à n'importe qui, elle revêt un peu une forme de part de magie, quoi. Toi, dans un mois, dans un cadre idéal, tu fais quoi? Donc, tu vas déjà penser à tes contraintes, mais tu ne vas pas penser à tes besoins, à tes envies. Si tu commences par tes envies et tes besoins, la contrainte, ça devient un problème à régler. Ce n'est pas un mur et un obstacle majeur. Pierre, quand on parle de haute performance, comment on arrive à le prolonger dans le temps? Moi, je sais que personnellement, ma carrière, c'était souvent par à-coup. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, il suffit de se poser la bonne question. Alors moi, quand je sais pertinemment que moi, quand je le voulais, quand je le décidais, personne ne pouvait m'arrêter. Quand j'avais décidé que je me donnais un objectif, que ce soit pour revenir de blessure ou pour revenir en équipe de France ou pour revenir à mon meilleur niveau,
il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Par contre, j'avais du mal à le tenir sur la distance. Comment ça, tu peux le... Tu vois, pour ceux maintenant qui nous écoutent, qui nous voient, quel conseil tu peux donner? Tu vas finir par croire que j'ai répondu à tout. Je Non, mais j'ai dit des conneries, tu vois, sais. moi, j'aurais aimé, tu vois, à l'époque, tu vois, qu'on me file des petits tips, quoi. On fonctionne par projet. Voilà, on a un projet, une temporalité. Je décide de revenir de ma blessure. Hein, tu faisais quelque chose, ça va durer X temps. Et quand je rejoue, objectif accompli. Mais quand l'objectif est atteint, la nécessité de la nature humaine, c'est d'en avoir un autre. En fait, c'est toujours la même histoire, mais jamais la même aventure. Et cette logique, si tu veux, d'aventure humaine, tu vois, de projection de soi, c'est construire des prophéties autoréalisatrices. Je vais revenir, je vais jouer, parce que je le veux, parce que ça fait sens pour moi, pour plein de bonnes raisons, qui sont aussi des raisons très éducatives des tiennes, hein. Notamment, tu voulais que chez toi, on te revoie jouer. Et partir debout. Ouais, donc il y a une notion de dignité, il y a une notion de valeur de base, il y a une notion un peu essentialiste de ce que tu es, voilà, de ce que je suis, voilà. J'ai fait ce que je suis finalement avec mon retour. Mais après sur la haute perf, c'est toujours la même histoire mais jamais la même aventure. Dans un sport co, tu as des gens qui arrêtent, d'autres qui arrivent, des séquences olympiques de 4 ans, tu renouvelles les cohortes, une année de top 14, tu renouvelles les cohortes aussi. Et donc en fait ce qui fait l'enjeu c'est quoi? C'est est-ce que tout le monde a les compétences pour? Est-ce que je les ai? Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? C'est-à-dire, est-ce que tout ce que je fais est relié à mes idéaux, ce que je pense être en projection de moi, mes normes et mes valeurs de base? Voilà. C'est relié? Ok. Ensuite, est-ce que moi, intrinsèquement, en moi, je suis motivé? Est-ce que j'ai une fierté d'appartenance à le faire avec eux? Est-ce que dans mes repères personnels, je me sens en maîtrise? Je me sens dans un rapport de confiance et mes expectations, c'est-à-dire mes croyances de réussite, elles sont importantes. Et enfin, le plus gros enjeu, qui est souvent ça dans la performance durable, est-ce que j'ai le même impact sur moi, sur les autres et sur le destin que je projette? L'impact, en fait. Je vais être le meilleur acteur possible. Tu peux te mentir, je connais plein de joueurs ou d'acteurs qui se mentent, ils pensent toujours avoir le même impact et c'est jamais de leur faute. Donc tu crées le bouc émissaire, tu vas chercher chez les autres toujours, c'est pas de ma faute, ou l'arbitrage, ou on l'a vu, ou les autres ne me comprennent pas. Mais non, ça veut dire que quelque part ton impact a diminué et que donc tu t'étioles très gentiment, mais surtout tu n'as plus une auto-évaluation objective de toi. Et là, il faut bien des gens qui te le disent et qui te le racontent. Ou c'est un peu plus compliqué, c'est quand la personne a gagné beaucoup, va lui dire qu'il ne connaît pas le chemin et que peut-être il faudra lui dire au revoir. Eh ben, c'est ce à quoi sert un coach aussi, tu vois. C'est pas que des bonnes nouvelles. C'est pas que des bonnes nouvelles. Bah, tu vois, moi je vois un peu l'histoire commune qu'on a. Bon, elle a commencé à Lyon, mais elle a été, on va dire, beaucoup plus vraie la saison dernière à Toulon, parce que tu nous as beaucoup aidé, notamment sur la fin de saison, quand on a un peu, on va dire des choses, quand on a arrêté de se mentir. Oui. Parce que tu as provoqué, je pense, un électrochoc en disant les choses vraies. Tu nous as forcé, nous, à simplement à ce que se disent les vérités, qui n'étaient pas forcément faciles à entendre. Mais moi, je me souviens, moi, je te connaissais. Donc, je savais à quoi m'attendre. Mais les autres se posaient beaucoup de questions. Et je me souviens, quand tu es arrivé, de suite, tu as mis tout le monde d'accord. Sur le groupe qu'on avait, les gardiens du temple, au début, on n'osait pas trop te solliciter. Je m'en souviens, oui. Je m'en souviens. Voilà. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on a quand même la chance de t'avoir. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai la chance de vous connaître, donc c'est bien. On a quand même la chance de t'avoir. Et c'est un outil, je pense, que si on avait peut-être utilisé dès le début de saison, ça aurait changé pas mal de choses. Mais c'est vrai, ce déclic-là qu'on a eu disons que la saison dernière, c'était quelque chose. C'est pas parce qu'on est dans ce principe de sincérité, d'authenticité, de loyauté qu'on va gagner. Mais c'est beaucoup plus dur de gagner si tu l'as pas, hein, ça c'est sûr. Tu vois. Donc en fait, l'enjeu, c'est essayer de veiller non pas à ce qui va faire gagner, mais à ce qui fait perdre. À ce qui fait qu'un groupe se disloque. À ce qui fait que le mensonge devienne un enjeu de connivence, tu vois, parce qu'on ne se fédère pas pour les bonnes causes. Il n'y a rien de plus terrible qu'un groupe où on s'entend tous super bien, il y a une super cohésion sociale. Ça, c'est pas vrai. C'est jamais vrai. Jamais. Un groupe où tout le monde s'entend bien, parfaitement. C'est jamais vrai. Ça, c'est dans les séries télé, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et
Et justement, en fait, il faut qu'ils s'entendent simplement bien pour être fédérés par l'objectif qu'ils ont décidé d'atteindre ensemble. Donc il faut vérifier l'objectif auprès de chacun individuellement, vérifier les rôles, parce que très souvent dans un groupe on joue un rôle. Voilà. Et quand ce rôle n'est pas raccord avec la réalité de celui qui te parle, l'insincérité, ça ne peut pas amener une grande confiance quand la situation se tend. Et l'enjeu de la haute perf, c'est être le meilleur de soi-même et le meilleur de l'équipe sous tension. Et l'objectif, à ton avis, qui doit le fixer? Est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est les joueurs entre eux? Ben, c'est les deux, c'est un consensus entre les deux. Mais dis-toi bien une chose, c'est que si tu te fixes un objectif en tant que joueur et que tu n'es pas en permanence aiguillonné par quelqu'un qui te montre que tu peux valoir beaucoup mieux que ce que toi-même tu as décidé de devenir, ou un peu moins, ou l'effort à payer pour devenir ce que tu veux en te mentant un peu à toi-même, c'est un enjeu de régulation, c'est un enjeu de co-construction, c'est un enjeu de coopération. Tu vois? Et l'identité commune de base, elle naît quand les deux sont fédérés sur « on s'est choisi pour ce destin ». On ne va pas se trahir tant qu'on n'est pas allé au bout. Mais au bout, ça ne veut pas nécessairement dire gagner. Parce que, de toute façon, excuse-moi, mais dans le sport, il y en a un qui gagne et tout le monde qui espère. Mais là, je viens de te donner une notion très forte. L'espoir est le moteur de la haute perf. Et l'espoir, entre parenthèses, c'est le moteur de la cancérologie aussi. Donc, en fait, tu te rends alors compte que l'enjeu, finalement, c'est quoi? Ben, c'est avoir zéro regret si j'ai perdu. Merci. Merci à toi. Merci. Merci Pierre, parce que je pense que c'était... Enfin moi en tout cas, ça me tenait à cœur et c'était très important de t'avoir aujourd'hui parce que si tu es un peu l'homme de l'ombre, le chevalier caché et pour moi c'était très important de te mettre en lumière. Merci, mais tu sais, quand tu as la confiance des gens, tu ne la trahis pas en montrant que tu existes dans les médias. Tu la cultives, c'est bien plus important. C'est pas parce qu'on s'aime beaucoup qu'on gagne, mais quand on l'a gagné, on s'aime un peu plus. Pierre, on a beaucoup parlé de haute performance, de rugby, de santé mentale. Mais je sais que toi, tu as une passion. Tu as une passion, on est dans le sud, forcément. Tu es Marseillais. Toi, c'est la pétanque. Et j'aimerais que tu me montres un peu quelques tu me mets la pression, c'est pas gentil. Non, je te mets pas la pression, je te mets pas la pression. Après moi, ça va faire... En fait, il faut que tous les gens qui nous ont écoutés savent en fait que c'est un bouliste qui leur a parlé. Mais non, tu vois, moi, ça fait 10 ans que je suis ici, je ne sais pas jouer à la pétanque. Ben, on y va? Allez, feu. Allez, à moi. À toi. Merci. Ah. Merci. C'est la première, c'est la première. À l'autre. J'enchaîne, moi. Eh oui, tu n'as pas gagné le point. Ah, bravo. Voilà, bravo. Voilà, bravo, 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 bravo. Hey. J'ai failli me l'envoyer sur la tête. Ah, tu as remarqué? Ah ouais. Allez. Eh ben non. Ah mais là faut mesurer. Faut mesurer. Non. Non, Mais pourquoi? Si. Là il est à moi. Mais comment Alors, tu peux... attends. Le gros problème, c'est que quand les costauds, comme lui, disent que le point est à eux, normalement, ils ont raison. Donc, si on pouvait rester là, ça m'arrangerait. Bon, ça va, ça va. Merci beaucoup, En tout Mathieu. cas, merci, beaucoup. merci Pierre d'être venu aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur. Et voilà, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Bon, en tout cas, je me suis régalé. Encore une fois, j'ai beaucoup appris avec toi. Arrêtez avec ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Basta Show. Voilà, passez une très bonne soirée. Ciao.